Oui, merci de nous accueillir au Squarecom, le centre de conférence de Renault, pour cet entretien en tête-à-tête, ce que vous n'aviez pas encore fait sur Europe 1. Patrick Pellata, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Renault, bien sûr. Alors, on va évidemment évoquer vos résultats, vos objectifs, c'est votre actualité, mais on va aussi parler de l'affaire d'espionnage qui vous frappe. Est-ce qu'on a du mal, Patrick Pellata, dans ce dossier, à trouver des preuves? Ça dépend ce que vous appelez preuve. Oui. Parce qu'il y a deux acteurs très différents dans cette affaire. Il y a le management, Vous? nous, on a vu des choses, on a su des choses, on a été alerté sur un certain nombre de choses, on a mis tout ça ensemble et on a dit on ne peut pas continuer avec ces trois personnes dans les positions dans lesquelles elles sont et avec l'actif intellectuel sur lequel on est en train d'investir sur le véhicule électrique. Et donc on a pris la décision d'arrêter, ce qui dans le droit français veut dire passer par une procédure de licenciement qui dure une dizaine de jours, puis ensuite porter plainte contre X devant la justice. Et ensuite, vous avez un deuxième acteur qui est la justice, qui cherche, elle, des preuves au sens pénal de ce mot, et qui est en train de faire son travail avec leurs C'est ça collègues qui de manque. pays. C'est ça qui manque pour l'instant. Pour dire que le dossier est solide pénalement. Alors, ça manque, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête du procureur de Paris. Ce que je sais, c'est que le procureur de Paris, quand on lui a amené notre dossier, il l'a accepté. Ouais. C'est-à-dire qu'il a jugé que ce qu'il y avait déjà dans le dossier était suffisamment solide pour que lui lance la grosse machine de la justice sur cette plainte. À ce que je sache, c'est bien en train de se dérouler et il collabore avec ses collègues de pays connexes de la France pour... C'est la Suisse notamment, puisqu'on attend notamment une réponse du parquet suisse sur les comptes suspects. Vis-à-vis de vos salariés, vous avez, parce qu'on a été, Fabien Cazot d'Europe 1 est allé à Flins, et il y a une espèce d'attente, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on n'a pas licencié ces trois directeurs un peu vite? C'est une inquiétude. Est-ce que vous communiquez pour les rassurer sur cette question? Alors, il est clair qu'on a beaucoup communiqué en interne sur ce sujet et il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Il y a le moment où il faut faire confiance, si vous voulez, à une direction. Dans l'entreprise, on a besoin à la fois de conviction et de discipline. On n'explique pas absolument toutes les décisions, on en explique un maximum, mais il y a des décisions qu'on ne peut pas expliquer. On est simplement dans ce cas-là obligé de dire aux gens faites-nous confiance. Si on a fait ça, qui était une décision pénible pour Renault, on ne se sépare pas de trois cadres importants, dont un qui appartenait à la direction générale, sans que ce soit une peine, si vous voulez, mais simplement il y a un moment où il faut bien décider. Et alors, on a entendu hier Carlos Ghosn dire j'ai fait confiance justement à une dizaine de personnes. Quand on est PDG, on ne peut pas tout vérifier, mais il faut faire confiance à ceux qui vous remontent les informations. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme une sorte de rétropédalage un petit peu par rapport à ce qu'il disait dans le JDD ou sur TF1, où il semblait assumer l'intégralité de cette affaire? Ah non, il assume, mais le management, c'est ça, hein, c'est pas le bon Dieu, si vous voulez, vous n'êtes jamais au courant de tous les détails. Quand on décide sur un grand programme, vous faites confiance à des dizaines et des dizaines de gens qui vous apportent des chiffres, qui vous apportent des éléments tangibles pour décider ce programme. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc il vous donne là simplement, je dirais, le quotidien du management, c'est ça. Vous collaborez quand même avec la DCRI, parce qu'on a senti un énervement chez votre avocat, chez vous même à Davos, je me souviens, où vous commenciez à dire ça commence à bien faire, la DCRI qui alimente les médias avec des fuites. Non, je ne suis pas sûr en plus que ce soit la DCRI qui alimente les médias. Je pense que c'est une histoire qui intéresse tout le monde, ça, parce que ça ressemble à un roman policier, si vous voulez. Donc ça intéresse beaucoup les gens. Donc beaucoup de gens parlent, on grappille des faits un peu à droite et à gauche. Non, nous, la consigne qu'on a donnée en interne, c'est on travaille avec eux. C'est notre intérêt de travailler avec eux. Donc on le fait du mieux qu'on peut. Dernière question, Patrick Pellata, plus personnelle. On dit que vous avez été humainement affecté quand même par cette affaire. Ben, vous savez, c'est des gens avec lesquels on a travaillé. Donc c'est quand vous êtes en tête-à-tête avec quelqu'un qui vous dit quelque chose qui est le contraire de ce que vous savez, vous avez c'est toujours des moments difficiles. Ouais. Surtout une coopération de 30 ans pour certains, pour le... 25 ans. Ouais, c'est ça. Alors,
bien sûr, ce qui vous agace aussi, c'est qu'avec cette affaire, on oublie de parler des chiffres, on oublie de parler des perspectives de Renault. Alors on va le faire ensemble maintenant, Patrick Pellata bien entendu. Vous avez finalement des bons chiffres, des bons résultats sur 2010, avec un retour aux bénéfices grâce notamment à la prime à la casse, mais pas seulement. Ah non, si vous voulez, la prime à la casse, c'est la France. Ouais. La France, c'est une petite partie de tout Renault. Donc les chiffres sont bons parce que sur le deuxième, ils sont moins bons sur le deuxième semestre, mais l'international est en train de prendre le relais de ce qui s'était passé en France et en Europe. On a quand même eu à faire face l'année dernière sur l'ensemble de l'Europe, et on est avant tout un groupe européen, hein, on va dire à un peu plus de la moitié de nos ventes, à 60% de nos ventes. Et sur l'Europe, le marché quand même a reculé de 2,5%, si vous voulez. Donc face à ce recul du marché européen, nous on a fortement progressé en part de marché, ce qui a compensé évidemment le recul en question. Et ensuite, tout le reste s'est fait à l'international. On a eu une croissance remarquable au Brésil, en Russie, en Turquie, dans tout l'arc sud-méditerranéen, là, du Maroc à la Turquie, et en Afrique du Sud, par exemple, au Mexique. Donc on a fortement progressé, si vous voulez, grâce, c'est quelque part, à toutes les semailles qu'on avait faites sur les années précédentes. Hier, malgré tout, le titre a été l'une des plus grosses chutes du CAC 40, plus de 2,5% en clôture. Les marchés ont été déçus par les perspectives que vous avez présentées, par notamment les perspectives de vente d'ici 2013, 3 millions de voitures, alors que vous aviez évoqué 3,3 millions à un moment donné. Il faut s'en inquiéter. Non, 3 millions de voitures, c'est une belle progression. D'ailleurs, en interne, c'est très bien reçu. J'ai lu ce matin là, les notes de tous les analystes, elles sont très positives, c'est-à-dire plan raisonnable, pragmatique, etc. On vous a trouvé modeste hier. Non. Et la baisse de la bourse, alors d'abord, il faut savoir que la plus forte progression en bourse des grands groupes automobiles depuis le début de l'année, c'était Renault. Il n'y a que Daimler qui a fait mieux que nous depuis le début de l'année. Donc une baisse de 2,5%, ce n'est pas dramatique de ce point de vue-là. Et puis surtout, ce qui s'est passé, qu'on n'avait pas vu, mais que j'ai compris ce matin en lisant quelques notes d'analyse, c'est qu'en fait, il y a des hedge funds qui avaient pris position sur le titre Renault, sur une spéculation très court terme, parce qu'ils espéraient que Carlos Ghosn annoncerait quelque chose qui irait dans le sens d'une fusion Renault-Nissan. Et Carlos Ghosn a été très clair sur le sujet, ça ne servira à rien de faire ça, et donc ce ne sera pas fait. Il a dit qu'on est ouvert à une évolution de la structure de l'Alliance, parce que les structures financières et les organisations sont des outils pour le développement industriel et pas le contraire. Donc vous avez été victime de spéculation hier en fait. Ponctuellement. C'est notre analyse. C'est votre analyse. C'est notre analyse. Et sur le fond, le plan a été bien reçu comme un plan pragmatique, raisonnable. Mais en dessous des objectifs initialement annoncés. Non, on n'a jamais annoncé. Sur 2009, le plan 2009 était plus optimiste. Le plan Renault Contrat 2009, c'était avant la crise. Aujourd'hui, autant on peut dire qu'on est sorti de la crise, autant il faut dire qu'on est dans une normalité. C'est un retour à la normale, mais la normalité a changé, si vous voulez. La normalité, maintenant, c'est que le marché européen, on le voit revenir au niveau de 2007, pas avant 2016. Et ça veut dire que la croissance pendant les années qu'on a devant nous, c'est une croissance qui va d'abord être à l'international. Et là, on est très content, et c'est ce que les analystes disent, d'avoir des bases solides à l'international. C'est notamment le Brésil, votre objectif où ça marche très majeur. bien, qui est profitable, sur lequel on progresse régulièrement. On est maintenant la première marque parmi les challengers derrière les 4 grands au Brésil. Ça doit devenir votre deuxième marché d'ailleurs. Ça devrait être en 2013 voilà. le deuxième marché. Est-ce que malgré tout, la relative absence en revanche du marché chinois, ça ne va pas commencer à devenir une sorte d'erreur stratégique ? La Chine, si vous voulez, on peut y aller quand on veut. Du point de vue du gouvernement chinois, Renault et Nissan, quand l'accord a été passé en 2003, j'étais chez Nissan à l'époque, c'est un accord qui est, du point de vue du gouvernement chinois, est un accord Renault-Nissan. Donc on peut y aller quand on veut. La question, c'est que pour aller en Chine, il faut sortir 150 ou 200 personnes dans l'élite de Renault et les consacrer uniquement à ça. Et ça doit devenir à ce moment-là l'objectif numéro 1 de Renault. C'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on est en train de faire une très grosse opération très ambitieuse sur la Russie.
On consolide et on engrange maintenant les bénéfices de la croissance au Brésil. On construit l'usine de Tanger pour, entre guillemets, servir tout le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et donc, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut choisir ses priorités dans l'entreprise. C'est à quel horizon à ce moment-là, la Chine? Parce que vous allez y aller au final. Bien sûr qu'on va y aller, c'est quelques années de plus. D'accord. Pas de calendrier pour l'instant? Non, il n'y en a pas. Alors, vous, votre relais de croissance, bien entendu, c'est l'électrique. Vous tenez votre calendrier, d'ailleurs, par rapport à ce que vous annoncez sur le plan 2016. Vous maintenez la perspective de 10% du marché de véhicules décarbonés à l'horizon 2020, alors que tout le monde dit que ce sera sans doute 2 fois moins? Oh vous savez, si tout le monde dit 2 fois moins aujourd'hui, c'est déjà un grand progrès, parce qu'il y a des gens qui disaient vous êtes complètement fou, il n'y aura rien du tout, si vous voulez. Donc non. Pour nous, le 10%, c'est quelque chose qu'on pense toujours être un peu conservateur. Ça va beaucoup dépendre du prix du pétrole, ça va beaucoup dépendre du prix des batteries, et ça va beaucoup dépendre de la pression sur la réduction des émissions CO2 par les gouvernements tout autour de la planète, si vous voulez. Ça, c'est 3 choses fondamentales. Alors, le prix du pétrole, pour l'instant, il est plutôt très au-dessus de la trajectoire qu'on avait imaginée. Si vous voulez, $100 le baril ou 102 ce matin sur le Brent là, de la mer du Nord, c'est très au-dessus de ce qu'on avait imaginé. Donc, ce paramètre-là pousse plutôt à ce que ça aille plus vite. La pression sur le CO2, ça, on ne sait pas. Le problème continue à monter, mais la prise en compte par les gouvernements, ça reste encore quelque chose de très incertain. Et le prix des batteries, ça, nous, on le voit baisser parce qu'on produit des batteries. Donc vous maintenez cet objectif, 10% 2020. Tout à fait. Ça peut aller plus vite si la Chine bascule sur le véhicule électrique. Mais est-ce que d'ici 2020, il ne vous manque pas quand même des nouveautés, quelque chose qui vous rapproche un peu du client, de rester une marque populaire? Parce qu'on a l'impression que vous communiquez tellement sur l'électrique, sur le côté innovant de Renault, que vous oubliez l'acheteur traditionnel de Renault. Écoutez, sa base populaire. La marque Renault, c'est la marque qui a le plus progressé en Europe en 2010, si vous voulez. Donc c'est pas pour rien. Quand on dit dans notre plan, la marque Renault, nous avons comme objectif d'être et de rester la deuxième marque en Europe. Là, je parle de la marque, à côté donc de la marque Dacia. Quand on dit que le groupe Renault, Nissan, donc avec les marques Dacia, Nissan, Infiniti et Renault sera deuxième en Europe, on est bien centré là aussi sur le marché européen. Non, on sort bien des nouveautés. Hein. On a la gamme de Renault, c'était 30 voitures en 2004, c'est maintenant 40 voitures, ce sera 44 en 2013, 48 et l'Europe sera évidemment bien servie, si vous voulez, avec des nouveautés qui sont Zoé, qui sont Twizy, donc 2 véhicules électriques, mais aussi 2 voitures qui arrivent avec la marque Dacia en Europe et qui sera la marque Renault ailleurs de l'Europe, qui viendront de Tanger. On renouvelle l'espace, on renouvelle notre haut de gamme, mais simplement il faut le temps pour que ces choses-là arrivent. Merci Patrick Pellata, directeur général de Renault. Merci.